Article numéro 10. Leçon 5. L'unification des sciences, des deux dimensions. Vision du monde moderne. Afin de pouvoir répondre une fois pour toutes à la question de savoir comment les univers et les multiverses, ou plus généralement l'existence, ont été créés, les considérations mystiques doivent être combinées à des théories scientifiques appropriées. Le simple fait que l'âme ne soit pas visible ne signifie pas qu'elle n'existe pas. En étudiant la régulation de l'expression des gènes humains, par exemple dans la transcription 1, nous pouvons décrire comment la molécule de polymérase se lie à une région de l'ADN appelée promoteur et dans laquelle la séquence correcte du gène à transcrire, dans un cercle fermé, est étonnamment une molécule de protéine responsable de l'activité d'une autre protéine. De plus, de nombreuses protéines et enzymes telles que des activateurs, des silencieux, des facteurs de transcription, etc., participent également à cette pièce. À mon avis, il s'agit d'une étude scientifique incomplète. Malgré cela, aucun scientifique n'est prêt à accepter le fait qu'une sorte d'intelligence quantique contrôle l'ensemble du processus. En pensant à ce qui s'est passé lors du Big Bang, les scientifiques fournissent une théorie du vide quantique plutôt faible qui n'est même pas capable d'expliquer d'où vient l'effet de saleté qui a détruit la symétrie entre les électrons et les positrons. Nous devons accepter le fait que la science ne peut théoriser l'origine des univers qu'à partir du Big Bang. Afin de déterminer ce qui s'est passé avant le Big Bang, la science a besoin des définitions physiques et spirituelles provenant d'une première source fiable. À ce jour, il n'existe aucune description scientifiquement acceptable, sensée, significative, tangible et complète qui soit techniquement compatible avec les sciences naturelles et capable de commencer là où les sciences naturelles ne peuvent pas faire un pas en avant. D'autre part, il y avait de vrais mystiques qui acquéraient une sagesse immatérielle par un mode de vie discipliné dans leur vie terrestre avec l'aide d'enseignements divins, qui étaient mis au point par de très rares maîtres manifestations de Dieu. Ce type de maîtrise de soi conduisait à une connexion mentale particulière avec le monde immatériel, de sorte que la personne qui en avait fait l'expérience pouvait, avec une sorte d'illumination et en fonction de son âme, analyser les phénomènes et les vérités immatérielles de ce monde. Cette façon de comprendre est d'un ordre supérieur à celui de la science académique. C'est la raison pour laquelle les considérations mystiques et scientifiques ont pris deux voies différentes. Dans ce contexte, seule une personnalité parfaite qui est commandée par Dieu et qui est aussi une manifestation de Dieu peut fournir la définition la plus diverse et la plus complète de l'existence. Il convient de ne pas oublier que l'ensemble de l'existence est une structure gigantesque, dont les substances, entre autres les fermions, les antifermions et les bosons, sont reliées les unes aux autres comme la structure d'un tapis. Par conséquent, nous ne sommes pas autorisés à observer et à examiner les phénomènes naturels uniquement sous un aspect et dans une dimension, car nous devons également disposer d'informations sur l'autre dimension de la matière. Le mouvement d'un électron semble être imprévisible dans nos études, car nous n'avons pas sérieusement envisagé toute la vérité et le sens de la création. Ce que j'ai appris des enseignements d'Ostadelaï, c'est que les sciences des deux dimensions doivent désormais travailler ensemble. À mon avis, le rapport sur la création fourni par Ostadelaï et les informations tirées d'autres parties de ses enseignements concernant l'origine de l'existence ont le potentiel nécessaire pour répondre exactement à cette affirmation. Thalès a affirmé que toute l'existence est pleine de Dieu et les physiciens des particules élémentaires sont convaincus que l'univers entier est plein de particules et d'antiparticules. Mon but est de montrer comment ces deux affirmations peuvent correspondre et tout ce qu'il est nécessaire de savoir dans ce contexte.
particules élémentaires. Information générale. En physique des particules, les particules élémentaires désignent généralement les plus petits éléments constitutifs fondamentaux de la matière. Démocrite a postulé la théorie atomique 400 ans avant Jésus-Christ. Selon cette théorie, la matière est constituée des plus petites particules, à savoir des atomes qui ne sont plus divisibles. Cette théorie a été, entre autres, confirmée initialement par le développement de la chimie au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on a découvert que les atomes sont constitués d'un noyau atomique, lui-même constitué de particules plus petites qui ont été appelées plus tard nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Au fil du temps, les scientifiques ont découvert d'autres particules telles que le pion, le muon, le kaon, etc., ainsi que des antiparticules lors de l'examen du noyau atomique et de la recherche sur les rayons cosmiques. Grâce à ces découvertes et à d'autres similaires, les scientifiques ont remarqué que les nucléons sont constitués d'autres particules. Ces particules étaient généralement appelées fermions, à cause d'Enrico Fermi. Des recherches et des observations plus approfondies sur les fermions ont conduit à la subdivision de ces particules en quarks et en leptons. Ce qui les différencie les unes des autres sont les propriétés physiques quantiques telles que la charge et la masse. Avec la naissance de la physique des particules élémentaires, la porte d'un nouveau monde a été ouverte. Bien que ce domaine des sciences naturelles n'ait malheureusement pas encore pu élucider le processus de création de l'univers, on peut faire beaucoup avec les résultats de la physique des particules élémentaires dans ce livre. Bien que cela puisse devenir un peu ennuyeux, afin de comprendre les deux dimensions, il est impératif que nous nous familiarisions avec certains termes du domaine de la physique des particules. Aussi parce qu'ils apparaîtront encore et encore dans ce chapitre. Dans ce contexte, avant d'aborder le sujet de manière plus approfondie, je voudrais attirer votre attention, chers lecteurs, sur ce qui suit. Pour éviter que les définitions, descriptions et explications ne deviennent si compliquées qu'elles ne puissent être comprises que par des experts, j'essaie d'éviter d'utiliser des mots, expressions et phrases techniques. Cela n'affecte pas le niveau de contenu du livre, car les discussions fournissent des informations précieuses qui ne dépendent pas de termes techniques. Il est plus important pour moi que la signification des thèses décrites et expliquées ici soit comprise de manière exhaustive. Fin de la partie 10. Recherche et études. Faramarz Dabesh. Source principale. Le livre « Biologie de la dimension quantique » par Faramarz Dabesh. Sujet suivant. Définition de certains termes nécessaires de physique des particules.